Bonjour. Cette vidéo vous présente le cours sur les points de vue, qu'on appelle également la focalisation dans les textes littéraires, pour vous apprendre à les repérer, à les identifier et également un petit peu à les analyser. Donc nous commencerons par présenter rapidement les trois points de vue que vous connaissez sans doute déjà, puis je vous présenterai également des exemples dans des textes, et enfin quelques exemples également pris au cinéma. Pour compléter l'ensemble, vous aurez accès à un certain nombre de ressources que vous pourrez utiliser pour faire des exercices ou pour vous entraîner donc à repérer ces points de vue. Passons donc en revue les différents points de vue, mais plutôt que de démarrer par l'énumération de ces trois points de vue que vous connaissez déjà, le point de vue externe, le point de vue interne et le point de vue omniscient, on va plutôt partir d'une autre perspective. Je m'explique. On va se poser face à un texte une première question. À quelle personne le récit est-il mené? Alors, vous me répondriez très aisément qu'il y a deux possibilités. D'abord, le récit peut être mené à la première personne du singulier. On parle alors de narrateur intérieur. Faites attention, hein, il ne s'agit pas encore de point de vue interne, mais il s'agit de narrateur intérieur. On dit aussi parfois qu'il est homodiégétique. Ce mot un petit peu complexe a le mérite de bien vouloir dire ce qu'il veut dire. Hein. Homo, le même. Diégétique, qui vient de diégèse, qui veut dire histoire. Le narrateur est intérieur à l'histoire. Il raconte sa propre histoire. L'autre possibilité que vous connaissez, qui est peut-être la plus courante, c'est un narrateur qui raconte à la troisième personne du singulier. On dit donc dans ce cas-là que le narrateur est extérieur. On dit aussi hétérodigétique, hein, hétéros, qui veut dire autre. Donc le narrateur raconte une histoire à laquelle dont il n'est pas partie prenante. Voilà. Donc ces deux possibilités-là sont assez faciles à identifier. Il est possible de raconter un récit à la deuxième personne, mais c'est extrêmement rare. L'utilisation évidemment de la première personne du pluriel ou de la troisième personne du pluriel vont de soi dans des récits où la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier sont présents. Les personnes, elles sont présentes. Donc, une fois qu'on a identifié très facilement à quelle personne le récit était mené, que faisons-nous? Eh bien, d'abord, on va se demander si le narrateur raconte ce que perçoit un personnage. Ce peut être le cas avec la première personne du singulier, ou si le narrateur est un simple témoin. Voilà deux possibilités pour la première personne du singulier. Pour la troisième personne, le narrateur peut aussi raconter ce que perçoit un personnage. Alors, la flèche est en pointillé, non pas seulement pour que vous visualisiez le croisement des deux flèches, mais aussi parce que c'est le cas qui vous pose le plus de problème. Parce que vous avez tendance à identifier la première personne avec la perception directe, et vous n'avez pas forcément tort, mais par contre, vous n'identifiez pratiquement jamais la troisième personne du singulier avec une possibilité qui pourtant n'est pas rare, qui est que le narrateur, bien que s'exprimant à la troisième personne, raconte ce que perçoit un personnage. Ensuite, possibilité plus facile, le narrateur est aussi un simple témoin. Et troisième possibilité, qui n'est pas offerte par la narration à la première personne, le narrateur sait tout. Alors, il y aurait un cas où un narrateur à la première personne saurait tout, ce serait où la narration serait menée du point de vue de Dieu, qui évidemment sait tout. Ce qui fait un cas qui ne va pas nous occuper très longtemps. Donc, vous reconnaissez très facilement, hein, avec les trois rectangles violets, les trois modes de focalisation, les trois types de points de vue que vous connaissez. Le premier, c'est le point de vue interne, alors qu'on pourrait comparer à une vision à la première personne dans un jeu FPS. On verra un exemple cinématographique plus loin, point de vue donc interne. Le narrateur est un simple témoin, point de vue externe. Si j'ai fait figurer ici une caméra, c'est parce que le narrateur est tel une caméra, hein, il nous raconte ce qu'il voit uniquement. Il ne livre pas le fond de ses pensées, de sa perception. N'importe qui à sa place aurait vu la même chose. Vous posez une caméra, vous la laissez tourner, la caméra ne juge pas ce qu'elle voit.
Alors, il faut excepter le cas où quelqu'un tient la caméra, parce que là, il va choisir de vous montrer certaines choses, mais c'est une petite parenthèse que je ferme immédiatement. Et la troisième possibilité, le narrateur, c'est tout. Donc, point de vue qu'on appelle omniscient, vous voyez, vous reconnaissez Dieu ici. On parle aussi de focalisation zéro. Oui, parce que j'ai utilisé le terme de point de vue ou le terme de focalisation. Alors, pour les deux premiers, pas de souci. Point de vue interne, focalisation interne. Point de vue externe, focalisation externe. Point de vue omniscient, on va parler de focalisation zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perception particulière puisque tout peut être perçu potentiellement par le narrateur. Évidemment, puisque dans un récit, le narrateur, l'auteur, joue un petit peu le rôle de Dieu, c'est lui qui choisit ce que font, ce que pensent les personnages. Donc ce mode de focalisation est assez fréquent, point de vue omniscient. Voilà. Donc si on récapitule, vous avez trois possibilités, trois points de vue, interne, externe, omniscient. Ces trois points de vue correspondent à un type de perception, ce que perçoit un personnage, un narrateur simple témoin ou un narrateur qui sait tout. Donc, trois modes de perception, trois points de vue. Jusqu'ici, c'est logique. Mais attention, à ces trois modes de perception et ces trois points de vue correspondent deux personnes. La première personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Et attention, la troisième personne du singulier peut servir absolument à tous les points de vue, y compris lorsque c'est un personnage particulier qui perçoit les choses de l'intérieur. Et c'est là, cette flèche en pointillé, que vous vous trompez le plus souvent lorsque vous devez repérer ces points de vue. Passons maintenant aux exemples. Alors, pour vous montrer les trois points de vue dans un récit, j'ai choisi trois extraits d'une même œuvre, le roman d'Émile Zola, Thérèse Raquin, roman publié en 1867, dont il a tiré en 1873 une pièce de théâtre. Alors, ce roman raconte essentiellement une histoire d'amour et de meurtre. Je vous en conseille évidemment la lecture. Vous pourrez aller regarder, alors sur Wikipédia ou ailleurs, un résumé de cette œuvre avant la lecture ou pas. Je vais vous en présenter trois extraits pour vous expliquer les différents modes de focalisation ou les différents points de vue qui sont utilisés dans ces extraits. Le premier extrait est tout simplement l'incipit, c'est-à-dire le début du roman. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, décellées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis 20 ans s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de 15 sous, délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d'une boîte en acajou. Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Alors, vous avez compris aisément ici qu'il s'agissait d'une focalisation externe, d'un point de vue externe. C'est-à-dire que la description qui est faite ici pourrait être faite par n'importe quel passant qui se promènerait dans ce lieu qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque de Zola, qui vous est situé précisément au bout de la rue Guénégaud,
lorsqu'on vient des quais, alors il s'agit des quais de Seine, on est à Paris, le passage du Pont-Neuf, voilà, alors ce passage, c'est celui-là qui n'existe plus, qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Alors ces deux rues existent toujours à Paris, donc à l'époque d'Émile Zola, si vous promeniez dans ce quartier-là, vous pouviez vérifier, on va dire, la description d'Émile Zola. Donc vous avez aussi des indications précises, 30 pas de long, 2 de large, les dalles qui pavent le pavé, le vitrage qui couvre le pavé, qui couvre, pardon, pas le pavé, mais le passage, des indications temporelles, par les beaux jours d'été, des indications de direction à gauche, à droite. Bon, je ne fais pas une analyse précise de l'extrait, mais vous voyez que toutes ces informations permettent au lecteur de se faire une idée de ce qu'il pourrait lui voir s'il se promenait dans le passage. Donc on est bien dans un point de vue externe, sans marque a priori de subjectivité. Alors c'est là, par exemple, qu'on va pouvoir discuter et commencer l'analyse littéraire, que je ne fais qu'ébaucher ici, parce que effectivement, vous allez pouvoir trouver, si vous analysez le texte, des éléments qui, eux, ne sont pas de l'ordre de l'objectif. Par exemple, tous ces adjectifs péjoratifs, je vais changer de couleur, ces adjectifs en âtre, comme ici blanchâtre, jaunâtre, qui indiquent que le narrateur ressent quand même une impression relativement désagréable. Vous avez aussi cet adverbe ici, par exemple, étrangement, ou la comparaison avec un tombeau, des souffles froids de caveau. Donc on est là devant une description qui, bien qu'objective, puisque Zola assumera l'étiquette de romancier naturaliste, c'est-à-dire un petit peu synonyme de réaliste, eh bien au-delà de cette description réaliste, qui serait dont l'utilisation qui explique, pardon, du coup, l'utilisation de la focalisation externe, cette description réaliste doit être quand même nuancée, parce qu'il s'agit du début du roman, et que le romancier ne veut pas forcément uniquement nous donner des informations objectives, mais aussi déjà nous faire rentrer dans une histoire qu'on imagine relativement sinistre, vu le cadre dans lequel elle va se dérouler. Voilà pour ce premier exemple. Alors, je vous résume un petit peu le roman. Dans ce passage vit donc une famille composée de 3 personnes. Madame Raquin, une vieille dame qui est couturière, qui vend des tissus, et elle vit avec son fils, Camille, et Thérèse, une jeune fille, sa nièce en fait, qu'elle a recueillie, qui vit avec eux depuis sa plus tendre jeunesse, et qui a fini par épouser son cousin, effectivement. Et ce cousin n'est pas particulièrement un personnage intéressant parce qu'il est toujours malade et souffreteux. Et donc Thérèse s'ennuie beaucoup. Heureusement que tous les jeudis, il y a un petit rituel familial où des gens viennent pour jouer au domino, jeu extrêmement fascinant. Et parmi eux se trouve un certain Laurent, qui est collègue de Camille. Ils sont tous les deux fonctionnaires. Et ce Laurent est très vite attiré par Thérèse, et l'attraction est réciproque. Et donc ici, nous sommes dans le chapitre 6 du roman. Vous voyez que ça n'a pas traîné. Et dans ce chapitre 6, Laurent se demande s'il est raisonnable de devenir l'amant de Thérèse. Laurent, qui était très prudent, roula ses pensées dans sa tête pendant une grande semaine. Il calcula tous les incidents possibles d'une liaison avec Thérèse. Il se décida seulement à tenter l'aventure lorsqu'il se fut bien prouvé qu'il avait un réel intérêt à le faire. Pour lui, Thérèse, il est vrai, était laide, et il ne l'aimait pas. Mais en somme, elle ne lui coûterait rien. Les femmes qu'il achetait à bas prix n'étaient certes ni plus belles ni plus aimées. L'économie lui conseillait déjà de prendre la femme de son ami. D'autre part, depuis longtemps, il n'avait pas contenté ses appétits. L'argent étant rare, il sevrait sa chair et il ne voulait point laisser échapper l'occasion de la repaître un peu. Enfin, une pareille liaison, en bien réfléchissant, ne pouvait avoir de mauvaises suites. Thérèse aurait intérêt à tout cacher, il la planterait là aisément quand il voudrait. En admettant même que Camille découvrît tout et se fâchât, il l'assommerait d'un coup de poing s'il faisait le méchant. La question, de tous les côtés, se présentait à Laurent facile et engageante.
Dès lors, il vécut dans une douce quiétude, attendant l'heure. À la première occasion, il était décidé à agir carrément. Il voyait dans l'avenir des soirées tièdes. Tous les Raquin travailleraient à ses jouissances. Thérèse apaiserait les brûlures de son sang. Madame Raquin le cajolerait comme une mère. Camille, en causant avec lui, l'empêcherait de trop s'ennuyer, le soir, dans la boutique. Alors, je pense que vous avez identifié ici la focalisation interne, puisque le narrateur, ici, bien que s'exprimant à la troisième personne, hein, c'est le cas que j'avais souligné avec la flèche en pointillé dans le diaporama, euh, bien que s'exprimant à la troisième personne, donc le narrateur suit les pensées du personnage, Laurent, hein, qui est nommé dès le départ, et vous avez cette indication hein, essentielle pour comprendre qu'on est en focalisation interne, roula ses pensées dans sa tête. Il va bien s'agir donc des pensées de Laurent et pas d'un jugement du narrateur. Il calcula tous les incidents possibles d'une liaison avec Thérèse. Il se décida seulement lorsqu'il se fut bien prouvé, hein, vous avez le pronom réfléchi, le personnage se parle à lui-même. Enfin, il ne parle pas vraiment, il pense. Et vous avez tout un ensemble de mots, hein, d'expressions, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans l'analyse très précise, hein, mais qui renvoient à la subjectivité du personnage. Pour lui, ou à ses sentiments. Il ne l'aimait pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Il la planterait là. La question de tous côtés se présentait à Laurent. Voilà, se présentait à Laurent. Il est bien question des sentiments du personnage. À la première occasion, il était décidé à agir carrément. Voilà. Il voyait dans l'avenir des soirées tièdes. On a les pensées du personnage, ses émotions, ses sentiments, et uniquement cela. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marque de jugement de la part du narrateur. Et ce jugement, justement, c'est ce qui pourrait être le contenu d'une analyse du texte un petit peu plus poussée, c'est-à-dire de quelle manière Zola nous décrit-il de l'intérieur ce personnage. Alors ça, c'est la focalisation interne, mais surtout comment juger ce personnage. Alors vous voyez par exemple la simple utilisation du mot calculer. On est face à un personnage de calculateur, justement, quelqu'un qui va prendre la femme de son ami, hein, donc tromper, entrer dans l'adultère, et qui va le faire non pas pour des raisons, alors uniquement des raisons sensuelles, mais des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on a un personnage extrêmement cynique. Thérèse va lui coûter moins cher que les femmes à bas prix qu'il achetait, c'est-à-dire des prostituées. Donc cette comparaison est évidemment pas du tout méliorative pour cette femme dont il s'apprête à devenir l'amant. Dès le départ, hein, Thérèse, il est vrai, était laide. Donc vous avez un personnage qui moralement est une pourriture, on peut le dire, quelqu'un qui ne vise que son intérêt immédiat et qui se moque totalement des sentiments, des réactions par exemple de son ami, parce que Camille, enfin son ami, Camille est son collègue, mais c'est supposé être son ami, et la seule possibilité qu'il envisage, c'est effectivement de l'assommer, hein, si jamais celui-ci faisait le méchant. Voilà. Donc, je précise, hein, ça vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore lu le roman, que Camille je l'ai déjà dit, est souvent malade, c'est un petit personnage souffreteux, alors que Laurent, lui, est un grand gaillard qui vient de la campagne, qui est plein de santé et qui aurait effectivement aucun mal à assommer Camille d'un seul coup de poing. Voilà. D'ailleurs, je vous divulgage la suite, mais c'est pas parce que vous connaissez la suite que vous ne lirez pas le roman. Évidemment, vous imaginez ce qui va s'en suivre, c'est que Camille va mourir dans des circonstances que, pour l'instant, je ne vous dévoile pas. Alors, suite au meurtre de Camille, je vous ai dévoilé ce qui allait se passer, Thérèse et Laurent, après un temps d'attente, normal à l'époque, un temps de deuil, et puis aussi pour ne pas se faire suspecter d'avoir provoqué la mort de Camille, ils ne le seront d'ailleurs pas, Thérèse et Laurent vont se marier. Et donc ils vont habiter ensemble avec Madame Raquin. Madame Raquin qui va subir une attaque et qui va se retrouver totalement paralysée. Alors elle sera toujours consciente, il n'y a plus que ses yeux qui vont être mobiles, et en fait elle va assister à des scènes d'extrême violence entre Thérèse et Laurent, puisque ces deux-là finissent par se détester du crime qu'ils ont fait, et
Elle va finir par comprendre, ils vont même lui avouer ce qu'ils ont fait, et évidemment, elle ne peut pas se venger puisqu'elle est totalement paralysée, mais elle va assister à une scène qui est le dénouement du roman, le chapitre 32, qui va lui plaire beaucoup puisque Thérèse et Laurent vont s'entretuer ou se suicider mutuellement dans un passage que nous allons lire. À ce moment, cette sensation étrange qui prévient de l'approche d'un danger fit tourner la tête aux époux, d'un mouvement instinctif. Ils se regardèrent. Thérèse vit le flacon dans les mains de Laurent, et Laurent aperçut l'éclair blanc du couteau qui luisait entre les plis de la jupe de Thérèse. Ils s'examinèrent ainsi pendant quelques secondes, muets et froids. Le mari près de la table, la femme pliée devant le buffet. Ils comprenaient. Chacun d'eux resta glacé en retrouvant sa propre pensée chez son complice. En lisant mutuellement leurs secrets desseins sur leurs visages bouleversés, ils se firent pitié et horreur. Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus. Et brusquement, Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faibles comme des enfants. Il leur sembla que quelque chose de doux et d'attendri s'éveillait dans leur poitrine. Ils pleurèrent sans parler, songeant à la vie debout qu'ils avaient menée et qu'ils mèneraient encore s'ils étaient assez lâches pour vivre. Alors, au souvenir du passé, ils se sentirent tellement las et écœurés d'eux-mêmes qu'ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de poison. Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le tendit à Laurent, qui l'acheva d'un trait. Ce fut un éclair. Ils tombèrent l'un sur l'autre foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme alla heurter sur le cou de son mari la cicatrice qu'avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger, tordus, vautrés, éclairés de lueurs jaunâtres par les clartés de la lampe que l'abat-jour jetait sur eux. Et pendant près de 12 heures, jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, roi des muettes, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds. Donc, vous avez compris, puisque je vous ai déjà donné un exemple avec l'Inkipit de focalisation externe et avec le chapitre 6 de focalisation interne, que là, on avait un texte qui suivait un point de vue omniscient ou une focalisation zéro. Alors, ce point de vue omniscient est assez facile à repérer dans le sens où le narrateur sait absolument tout sur les personnages qui sont là. Il voit tout. Alors, ça pourrait être le cas d'un narrateur externe, même si, par définition, il n'y a pas d'autres personnes qui sont présentes. Il sait ce que fait Madame Raquin, il sait ce que fait Thérèse, il sait ce que fait Laurent, mais il a accès surtout aux pensées des personnages. En lisant mutuellement leurs secrets desseins sur leurs visages bouleversés, ils se firent pitié et horreur. Le souvenir du passé, il peut l'évoquer aussi, et il peut aussi donner des informations que les personnages ne peuvent pas avoir. Ils tombèrent l'un sur l'autre foudroyés, ou trouvant enfin une consolation dans la mort. Là, il s'agit d'un jugement sur ce qui vient de se passer. Évidemment que les personnages en sont incapables, puisqu'ils sont en train de mourir. Et quand bien même, ce n'est pas Madame Raquin qui pourrait dire cela, puisque elle, au contraire, elle exprime une forme de vengeance, puisqu'elle regarde les cadavres, c'est la fin du texte, dernière phrase assez marquante, elle les regarde pendant 12 heures sans pouvoir se rassasier les yeux. Bon, vous avez aussi un détail, la bouche de la jeune femme a heurté sur le cou de son mari la cicatrice qu'avaient laissé les dents de Camille. Ça fait référence à un moment du roman où Camille mord Laurent très profondément au cou et lui fait une cicatrice. Donc évidemment, ce détail symbolique, ce baiser de la mort que Thérèse donne à son amant Laurent, enfin son mari là actuellement, au moment où tous les deux meurent dans les bras l'un de l'autre, est hautement symbolique et aucun des deux personnages ne peut bien sûr penser à cela à ce moment-là, ni même, comme je vous le disais, Madame Raquin, qui est pourtant témoin de la scène. Donc voilà pourquoi cet extrait peut renvoyer à une focalisation zéro, un point de vue omniscient. Alors, dans la pratique, il est très fréquent que ces points de vue soient mêlés. Dans un même extrait, effectivement, on peut retrouver le point de vue omniscient, le point de vue interne et le point de vue externe. D'une phrase sur l'autre,
n'est peut-être pas forcément intéressant de repérer, à moins que justement le texte soit construit sur ces variations, sur ce jeu avec les points de vue. Il vaut mieux essayer de repérer quel est le point de vue dominant hein, dans un extrait. Ici, je vous ai montré 3 extraits où justement le doute était assez peu permis. Alors, je vous présente maintenant quelques ressources pour approfondir cette notion de point de vue. D'abord, donc le diagramme que je vous ai présenté. Oui, je précise avant toute chose que ces ressources se trouvent ici sur une page Perl Trees, page à laquelle vous aurez accès évidemment si vous vous connectez au site, selon la procédure que je vous ai indiquée. Donc, sur cette page se trouve le diagramme que j'ai présenté au début, voilà, que vous pourrez éventuellement télécharger. Se trouvent également les 3 extraits de Thérèse Raquin que je vous ai lus et rapidement commentés, hein, les 3 exemples de points de vue que j'ai rappelés dans le titre. Vous trouvez également un extrait d'un film qui est l'adaptation du roman d'Émile Zola, un film de 1953 de Marcel Carné, avec notamment Simone Signoret, hein, vous la voyez ici en train de soigner Camille, en présence de Laurent. Le film a un intérêt, c'est qu'il transpose l'action dans une période contemporaine, enfin contemporaine à son année de tournage, évidemment, 1953, c'est-à-dire une centaine d'années après le roman de Zola. Mais l'intrigue elle-même ne change pas outre mesure, bon, à part quelques petits détails. Donc vous pouvez aussi voir ce film, qui est un bon film. Il y a également une adaptation que je ne connais pas, hein, de 2014, hein, qui s'appelle In Secret, en secret, qui nous présente donc Thérèse Raquin et son amant, hein, c'est toujours la même situation avec Elisabeth Olsen. Alors je ne sais pas si je peux vous conseiller ce film, puisque je n'en ai jamais entendu parler, c'est la première fois que je le vois. Mais pourquoi pas. Et vous avez également une adaptation donc de Thérèse Raquin au théâtre, hein, puisque comme je vous l'avais dit, Émile Zola a réalisé lui-même le texte de cette pièce, le texte qui a été sans doute encore un petit peu adapté ici dans cette mise en scène, qui peut être pour vous un moyen intéressant de rentrer dans cette œuvre si vous ne voulez pas la lire, ce que pourtant vous devriez faire. Alors, je vous ai également mis un certain nombre de vidéos d'exercices, hein. Alors, vous avez, pour compléter la mienne, 3 vidéos, il y en a d'autres, hein, mais j'en ai choisi 3. Donc 3 vidéos qui vous diront la même chose que la mienne, plus ou moins. Donc, si vous avez la curiosité de les regarder et ensuite de me dire s'il y a des différences ou pas. Donc, 3 vidéos, dont celle-ci d'une chaîne qui s'appelle Les Bons Profs et qui présente un certain nombre de vidéos. Alors, ce sont des vidéos très courtes. Vous pouvez compléter et voir celle qui vous convient le mieux. Il y a également une vidéo d'exercice sur les points de vue. Voilà. Et 2 sites, alors j'en mettrai peut-être encore d'autres, hein, 2 sites qui vous présentent, alors je vais en ouvrir un pour que vous voyez comment ça se présente. Donc il s'agit de quiz, alors ici c'est niveau collège, mais parce que la notion de point de vue a été déjà abordée au collège, vous pouvez très bien faire ce quiz, pardon. Donc vous avez un certain nombre de questions, vous y répondez, et à la fin, évidemment, vous connaissez le principe, vous pouvez vérifier nos réponses. Comme je n'ai répondu à rien, j'ai 0 sur 20. Voilà. Donc, voilà ce premier site d'exercice et le second site d'exercice. Alors celui-là est plus intéressant puisque vous avez des extraits de texte et qu'il faut essayer de repérer donc dans ces extraits de texte les différents points de vue. Là encore, c'est la même chose, il y a une autocorrection. Donc, je vous enjoins très fortement d'aller faire ces exercices. Dernier petit point, j'ai donc fait figurer également des extraits de films, 4, des extraits de films qui vont vous permettre de comprendre peut-être mieux cette notion de point de vue. Et, bon, au cinéma, ça ne marche pas exactement de la même façon, parce que au cinéma, finalement, le point de vue omniscient qui est très fréquent dans le roman n'existe quasiment pas. Je vous en ai mis un exemple, hein, c'est l'ouverture d'un film que sans doute vous connaissez, puisque tout le monde le connaît, qui s'appelle Amélie Poulain. Donc, je vais le faire défiler un petit peu.
Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Californides, capable de produire 14 670 battements d'aile à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Trudel, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en effaçait le nom de son carnet d'adresse. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain. Voilà, donc c'est une tentative de focalisation zéro, de point de vue omniscient au cinéma, puisque la voix off, qui n'est pas vraiment un narrateur, qui est une voix off, est capable de vous donner des informations qu'effectivement personne ne peut avoir, pour des raisons assez compréhensibles, parce que soit personne n'a assisté aux scènes dont il est question, soit il était même totalement matériellement impossible d'y assister. Voilà. C'est un exemple assez rare. On pourrait effectivement parler ici de point de vue omniscient. Pourquoi pas. Le point de vue le plus fréquent au cinéma est celui-là, celui qui est illustré par la séquence d'un film de Raymond Depardon qui s'appelle Délit flagrant. Alors, ce film est en fait un documentaire qui présente des extraits d'audition. La dame que vous voyez à droite est juge d'instruction et la dame que vous voyez à gauche a été convoquée par le juge d'instruction dans le cadre d'une affaire judiciaire. C'est une... comment on dirait, elle n'est pas coupable, elle est pour l'instant accusée de quelque chose. Et en quoi s'agit-il d'une focalisation externe? Vous allez comprendre rapidement. Vous vous appelez Lefebvre Muriel, oui. Vous êtes né le 8 septembre 1971 à Évreux. C'est ça même. Vous êtes toujours d'accord pour être filmé, je crois? Oui. Ça va, je suis bien santé? Oui, vous savez, c'est un film documentaire, c'est pas un film Non, destiné à mettre en valeur. Je plaisante. Oui. Vous êtes devant moi pour un vol. Le 4 janvier 1994, on vous a trouvé au moment où vous réussissiez à faire démarrer en rapprochant les fils, ce qui démontre que vous n'êtes pas une mauvaise professionnelle. Je dis, il faut déjà savoir faire ça. Un véhicule automobile qui avait déjà été volé à M. Perrin Christophe. Alors j'ignore si c'est vous qui avez la première commis le premier vol, trafiqué et ensuite circulé, vous êtes arrêté et être remonté dans la voiture, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a commis le premier vol, qui a démonté les fils, dénudé les fils, contacté, et que vous êtes ensuite monté dans la voiture. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut voler 2 fois, même 3 fois, un même objet. Et que le jour, on vous a surprise en train de faire démarrer ce véhicule. Voilà, donc vous comprenez la situation. La présence de la caméra a même été évoquée au début de la séquence. Donc le film est construit sur ce principe, des auditions réelles avec des accusés réels et des juges d'instruction réels. Donc, alors là où on est en focalisation externe, en point de vue externe, c'est que le réalisateur, Raymond Depardon, a posé sa caméra et qu'il ne fera aucun effet pendant la séquence de zoom, de changement de plan, etc. Son objectif, c'est bien de filmer la réalité, d'être au plus près de la réalité des choses. Alors c'est un procédé qu'utilise très souvent ce cinéaste, qui a fait un certain nombre de documentaires sur le même principe. Il a aussi filmé un certain nombre d'audiences dans des tribunaux, et il essaye justement par sa manière de filmer d'être le plus objectif possible, de ne pas intervenir, afin que la caméra soit juste un moyen de transmettre au spectateur le réel qu'elle est supposée capter. Voilà. Donc, les 2 derniers exemples que je vais vous montrer sont là aussi moins rares que le point de vue omniscient ou la focalisation zéro au cinéma, mais il s'agit de point de vue interne. Alors au cinéma, on ne parlera pas de focalisation interne ou de point de vue interne, on parlera de caméra subjective. C'est-à-dire que la caméra subjective, c'est quand finalement ce que la caméra filme est supposé être ce que voit un personnage.
Alors, le premier petit film est plutôt comique. Je vous laisserai le regarder en entier, hein, je ne vais pas vous le montrer là dans cette vidéo. Il s'appelle Le Homard d'Artus de Penguern. Et il a une particularité, c'est que le personnage principal, à travers le regard duquel est supposé se dérouler l'histoire, est un homard. Donc, un homard qui parle, qui se parle à lui-même, hein, évidemment, puisque personne ne parle le homard ici. Et donc, ce homard, il va lui arriver une aventure. Voilà. Et merde. Ça y est, c'est pour moi. Oh, je le sentais. Voilà, là, le homard est choisi dans l'aquarium, Oui, très bonne idée. puisque Oubliez-moi. on déguste les homards frais, et donc Eh ils ben sont alors, choisis c'est vivants pas grave. dans les restaurants. Ah mais c'est pas vrai ça. On est au moins 12 là-dedans et c'est sur moi que ça tombe. Regardez. Allez, l'effet de caméra hein, qui vous montre que c'est le homard qui voit la scène. Hein, il est émergé ici au début de cette séquence. Et un autre extrait que j'ai mis qui est aussi un exemple de caméra subjective, c'est un extrait de film d'horreur que les âmes sensibles pourront ne pas regarder. C'est le début d'un film, donc ça ne vous divulgâche rien sur le film. Un film extrêmement connu, mais que vous n'avez peut-être pas vu et que je vous conseille de voir, qui s'appelle donc Halloween, film de 1978, film de John Carpenter, et la scène d'ouverture, hein, qui est extrêmement connue. Vous pouvez la regarder donc sur YouTube, elle est disponible. Ce film est aussi connu pour sa musique. Et donc la seule chose que je vous divulgage, c'est le fait que, comme vous le voyez avec cette caméra, cette image un petit peu tremblotante, on est en train de voir la scène à travers les yeux de quelqu'un qui se rapproche pendant la nuit d'Halloween d'une maison éclairée. Vous imaginez que ce personnage n'est pas forcément animé d'intentions extrêmement pures par rapport aux habitants de cette maison. Donc je vous laisse découvrir cette séquence qui existe sur YouTube. Alors elle est en anglais non sous-titré, mais il n'y a quasiment pas de dialogue. Cette scène présente un autre intérêt, si vous la regardez de très près, c'est qu'il s'agit d'un plan séquence. C'est-à-dire que exactement comme pour le film d'Artus de Penguern, la caméra a été démarrée à un moment donné et elle n'est arrêtée qu'à la fin de la scène. On parle donc de plan séquence. Voilà, ce petit point sur les points de vue, si j'ose dire, est maintenant terminé. Donc je vous conseille d'aller parcourir l'ensemble des ressources qui se trouvent sur Pearl Trees. Et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les poser comme d'habitude, selon les moyens que vous connaissez.